Bonjour Alessandro Soldati. Bonjour Valentino. Ça va? C'était un pari pour démarrer ce podcast de les tenter à l'italienne. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce podcast pour échanger sur les similitudes ou les différences entre l'or du siècle dernier et l'or du siècle actuel, donc l'or réel et le Bitcoin, puisque tu es CEO de Gold Avenue, qui est l'une des entreprises les plus importantes du secteur de l'or. Et on va discuter ensemble des similitudes du coup et des différences déjà de l'extraction de Bitcoin à l'or jusqu'à l'utilisation. On va aller voir tout ça ensemble. Et en fait, il y a pas mal de choses qui se rapprochent. Donc, merci beaucoup d'être là pour échanger avec nous sur ce sujet. Est-ce que tu peux dire quelques mots sur toi et Gold Avenue, s'il te plaît, avant qu'on démarre sur ce sujet passionnant? Oui, merci pour l'invite. Donc, pour me présenter très rapidement, je suis Alessandro Soldati, comme tu l'as dit. Je viens de la partie italophone de la Suisse. Donc, c'est pour ça qu'on avait ce petit pari et il y aura quelques mots, quelques accents italophones Ça va, je l'ai bien fait. Ouais, oui, non, c'était pas mal. Il y a encore un petit peu d'accent espagnol à corriger, mais Ouais, c'est mon LV2. on reste parmi les latins, donc c'est cool. Et non, et deux mots par rapport à Gold Avenue. Donc, Gold Avenue, c'est une plateforme qui permet d'acheter des lingots, des monnaies d'or physiques. C'est un projet qu'on a lancé en 2017 avec un des leaders au monde dans l'industrie, donc ils font du raffinage, du B2B, du trading. Et l'idée, c'était vraiment de rassembler un groupe de millennials, donc des jeunes comme moi et mes collègues, et essayer de rendre accessible l'or que ne l'a jamais forcément été, tu vois, par le passé. C'est un petit peu toutes les limitations de l'or. Et aujourd'hui, on a la chance d'être parmi les leaders en France, mais même en Europe. Donc, on sert l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, la Suisse, la France. Donc, c'est un joli projet. On a une trentaine de personnes sur Genève et on continue à grandir. Donc, hâte d'en parler plus lors de ce podcast. Avec plaisir. Et vous continuez aussi à grandir côté crypto. On verra un petit peu à la fin les envies que vous avez par là-bas, puisque c'est pas deux mondes qui s'entrechoquent. C'est encore une fois, comme la finance tradi et la crypto, deux mondes qui au début se regardent et puis qui finissent par s'épouser quand le plus jeune a fait ses preuves. Justement, est-ce qu'on peut refaire un petit topo historique, aller sur l'or pour démarrer, avec alors pas comment on extrait de l'or, on le verra peut-être quelques mots après, parce que c'est quand même assez amusant. On sait comment miner du Bitcoin ici, mais peut-être moins comment on va chercher l'or Mhm. sous terre. Ouais, d'un point de vue historique, est-ce qu'on peut refaire quelques mots sur la présence de l'or depuis quand? On sait Bitcoin depuis 2008-2009, après la crise des subprimes, le white paper. Bitcoin depuis quand? Et puis, tu sais, tout l'étalon or qui a été perdu aux États-Unis, Ouais, justement, il n'y a pas si ouais, longtemps que ouais. ça, et qui a fait basculer le narratif Bitcoin dans une autre sphère. Ouais, ouais, ouais. Non, mais comme tu l'as dit, donc le Bitcoin, c'est un peu le neveu de l'or, hein. L'or, ça fait 5000 ans qui est tradé, qui est utilisé par l'être humain. Donc, vraiment, depuis qu'on commence à avoir une activité sociale, donc ça a toujours été une des valeurs références pour l'être humain. Euh, il n'est pas que utilisé comme référence monétaire, hein, mais il a aussi toute une utilité, par exemple, dans nos iPhones, il y a de l'or. Dans notre corps, il y a de l'or parce que des fois, on en mange aussi sans s'en rendre compte. Dans l'aspect médical, il y a de l'or. Dans plein de choses, il a utilisé. Et justement, jusqu'à 1971, tant que Nixon ne détache pas les talons d'or du dollar, tu pouvais échanger tes dollars avec de l'or. Donc, il y avait un montant fixe d'or que tu pouvais recevoir contre les dollars. Et ensuite, ils se sont rendus compte voilà, qu'ils n'avaient pas suffisamment d'or pour permettre la croissance exponentielle des États-Unis. Et à partir de 1971, donc, ils ont détaché le cours de l'or du dollar. Et donc, l'or a commencé à bouger d'une façon autonome. Et depuis là, je pense qu'à l'époque, on parlait de 18 dollars, 30 dollars pour une once d'or. Aujourd'hui, on est aux alentours des 1800, 1900 dollars. Donc, c'est pas Bitcoin qui l'a fait en 10 ans, mais quand même, si tu achetais de l'or en 1971, aujourd'hui, tu étais quand même pas mal, quoi. Et, et après, il y a toute cette historique. Donc, l'or, c'est physique, bien évidemment. Il y a Fort Knox, où les Américains sont censés, tu vois, avoir toutes leurs réserves d'or. Mais ça, c'est une anecdote assez sympa on avait traité avec Godami aussi. C'est que ces coffres ne sont pas vraiment audités, tu vois. Donc, tout le monde spécule, est-ce que les Américains, entre-temps, ils l'ont toujours ou ils l'ont pas? Donc, c'est pas si transparent comme la blockchain. Donc, tu peux voir on-chain, est-ce que… Bon, après, tu me diras, FTX et Binance ne sont pas les plus transparents non plus, hein. Ouais.
Mais voilà, ça, c'est le monde traditionnel qui s'émerge un petit peu avec les cryptos et je pense qu'ils n'ont pas profité au maximum de la transparence qu'on pourrait avoir on-chain. Mais ça, c'est typiquement un des gros anecdotes par rapport à l'or. Est-ce que l'or que les banques centrales disent d'avoir, il est toujours là ou pas? Oui, parce qu'effectivement, moi, je me souviens d'avoir visité même la Banque de France il y a quelques mois, et il y a dans les souterrains de la Banque de France, a priori, beaucoup d'or, enfin, parce que la France a beaucoup de réserves d'or, mais parce que effectivement, c'est pour rassurer aussi les investisseurs ou en tout cas les autres pays, si jamais la monnaie locale venait à bafouiller, c'est ça en fait, la réserve d'or. Il y a quand même ce Oui, côté exactement. encore étalon or, quoi, plus un pour un, Mais mais un peu. ça reste une des réserves principales de toutes les banques. Là, je lisais un article l'autre jour que la Banque nationale suisse a perdu sur les derniers 12 mois 146 milliards de dollars. Mm. Donc, vraiment hyper violent. Sa position or a été plus ou moins flat. Donc, malgré ils se sont cassés les dents par rapport à tous les autres investissements, l'or reste quand même cette valeur refuge. Et sur les derniers 12 mois, on avait cette incertitude sur les marchés. Donc, énormément d'inflation, l'hiver, la guerre, etc. Les banques centrales n'ont jamais acheté autant d'or dans les derniers 50 ans comme l'année passée, avec typiquement l'Inde, la Chine, la Russie au top de la liste parce que justement, ils essaient de se dissocier au dollar et avoir une valeur refuge propre à elle-même. Et l'or, ils savent que ça fait 5000 ans que c'est une valeur référence, donc probablement pendant les prochaines milliers d'années, si on va être toujours sur cette planète, ça va quand même rester une des références, tu vois. Ok, ouais. Et tu disais justement, Bitcoin, de ce point de vue-là, tu le vois un peu comme le neveu. On connaît la particularité de Bitcoin, c'est 21 millions d'unités, dernier miné 2140 à peu près. L'or, on entend souvent que on va s'approcher avec Bitcoin de plus de rareté, parce qu'on ne sait pas exactement les stocks finaux de l'or. On sait à peu près ce qu'on sort chaque année des mines et on sait qu'à un moment donné, ça sera plus important que ce qu'on minera de Bitcoin. Et puis certains disent, et si un jour il y a une météorite qui a de l'or, on pourra aller en chercher, alors que Bitcoin c'est dans le code et on pourra pas. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Comment tu vois un peu ces deux mondes aussi là, Bitcoin 21 millions réellement et puis l'or dont on ne sait pas peut-être exactement au gramme près ce qui nous reste dans les terres. Non, mais exactement. C'est pour ça que les deux sont considérés des actifs rares, étant donné que voilà, au limité. C'est-à-dire que l'or, oui, sauf s'il y a une météorite qui arrive, peut-être il y a aussi une planète aliens avec des bitcoins qui ont déjà été minés. Qu'est-ce qu'on sait? Personne ne sait qui c'est Satoshi et peut-être on va jamais le savoir le jour qui sort avec tous ces wallet locks. Ça pourrait changer, tu vois, la Ouais. valorisation de Bitcoin en tant que tel. L'or, aujourd'hui, il y a plus ou moins 3000 tonnes par année qui sont minées. Ok. Et il y a 150 000 tonnes qui ont été extraits de la planète. Okay, donc, et pour te donner une ordre d'idée, tu peux faire un cube et le mettre sous la tour Eiffel. Donc, c'est vraiment pas grand-chose okay, Ouais. en termes quantitatifs. Donc, oui, bien sûr, il y a encore de l'or qui doit être miné, mais ça va rester aux alentours des 2% d'inflation. Tu vois, tous ces 3000 tonnes qui rentrent, et sans prendre en compte que quand même, il y a pas mal d'or qui est perdu. L'or qui est utilisé dans l'industriel, dans les dents, l'or qui est caché sous terre et finalement, tu vois, il retourne sous terre, il reste sur la planète, mais c'est quand même une quantité qui est relativement limitée par rapport aussi à toute l'autre utilisation qu'on en fait, style les bijoux, etc. Et donc, c'est un petit peu la similitude, tu vois, avec le Bitcoin. Et c'est pour ça que Bitcoin a eu beaucoup plus d'intérêt que certains d'autres crypto-monnaies, même si aujourd'hui, Ethereum est déflationniste aussi. Hein. Donc, en principe, parce que ça dépend un petit peu de la charge du réseau. Mais tu as une quantité limitée, ce qui le rend, tu vois, intéressant pour un investisseur qui se dit, OK, ben, je vais le prendre parce que le prix, forcément, il va augmenter si la demande augmente. Finalement, c'est un petit peu ça le principe aussi de la spéculation sur ce genre d'actifs. Ok. Donc, mais tu trouves judicieux quand même la comparaison Bitcoin hors numérique, malgré effectivement, parce que on est d'accord sur la quantité limitée. Moi, je suis le premier à dire que l'actif est jeune. Effectivement, il a 14 ans depuis quelques jours. Donc, par rapport aux 5 millions de bits de l'or, c'est assez énorme, évidemment. Mais quand on parle d'or, effectivement, on a un actif qui a beaucoup augmenté après la fin des accords de Bretton Woods, mais qui maintenant est à peu près stable. Là où Bitcoin plus volatile, hein, 70 000 dollars il y a quelques mois. Bitcoin, là, maintenant, c'est autour de 20 000. Il est plus jeune encore une fois, mais est-ce que du coup, par ce biais d'entrée, cette comparaison est judicieuse d'après toi? Mais
Alors, moi, je suis un crypto-enthousiaste, donc ça me fascine l'écosystème blockchain en tant que tel. Je suis actif sur plusieurs chains, hein, mais principalement Ethereum, c'est ma préférée. Je suis aussi sur les écosystèmes Polkadot, etc. Euh, Moi, j'ai un peu de peine à dire, OK, c'est de l'or numérique. Pour moi, c'est un actif hyper intéressant parce que ça a tout un argumentaire justement de valeur refuge en cas de voilà, collapse des banques, du gouvernement. Donc, ça, quand même, tout sa narrative. Maintenant, comme tu l'as dit, ça fait 14 ans qu'il existe. Il a eu une croissance exponentielle. On ne sait pas si dans. Tu as vu qu'est-ce qui s'est en train de se passer avec l'intelligence artificielle? C'est malade. Jusqu'il y a 6 mois, on ne pouvait pas imaginer. Et je pense que ce qui va nous attendre dans 6 mois, c'est encore quelque chose de complètement différent. Donc, comment cette intelligence artificielle va impacter tous ces nouvelles cryptos qui sont sorties et donc est-ce que ça va être une valeur refuge dans 5000 ans, tu vois? Je pense que tu serais beaucoup plus à l'aise à te dire, OK, bah, l'or dans 200 ans va probablement être encore une valeur refuge. Est-ce que Bitcoin, il aura fait sa phase où il va être toujours à Bitcoin, il y aura une autre Bitcoin, tu vois? Est-ce que ça va être Ethereum qui aura fait le flippening? Est-ce que ça va être Dodge? J'y crois pas vraiment. Des autres cryptos. Donc aujourd'hui, je trouve que c'est intéressant la narrative derrière, mais l'or a cette façon de dire, OK, j'achète, j'oublie, c'est générationnel. Donc, c'est mes enfants, mes neveux qui vont hériter de ça. Tandis que le Bitcoin, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de personnes qui sont dedans pour un aspect spéculatif plus que uniquement l'aspect de réassurer, tu vois, leur propre portfolio, tu vois. Mm. Donc, et c'est pour ça qu'on en arrive à se dire, OK, comment l'or et le Bitcoin marchent ensemble, parce que c'est pas Ouais. un contre l'autre, tu vois. Parce que je pense que l'or, c'est un boring, tu vois, conservative asset, c'est ennuyeux, il bouge pas, tu vois, c'est 1%, c'est excitant, tu vois. Ouais. Tandis que Bitcoin, il fait 10% une journée et 2 heures plus tard, il fait moins 20%. Donc, moi, personnellement, tu vois, mon or me permet d'attaquer l'investissement crypto beaucoup plus relaxé parce que je vais absorber la volatilité de Bitcoin, Ethereum, des autres cryptos avec l'or, tu vois. Donc, c'est clair que si tu mets 90% de tes assets en Bitcoin, bah, tu es un peu dégène, comme on ose dire, et si ça passe ou ça casse. Ouais. Mais des personnes peut-être plus conservatifs ou des personnes qui ont des enfants, je ne sais pas si tu as des enfants, une famille ou des obligations, etc., ils vont se dire, OK, bah, je ne vais pas risquer 80% de ma fortune, je vais prendre 10% en Bitcoin. Et comment je vais absorber cette volatilité? Bah, typiquement, je pourrais prendre de l'or physique qui est très stable et qui a une autre, tu vois, a des autres valeurs ajoutées par rapport au Bitcoin. Et c'est pour ça que les deux ensemble matchent très bien, tu vois. Ok, ouais, effectivement, l'un vient prendre la faiblesse de l'autre, ça bouge pas, donc ça bouge de l'autre côté, et au contraire, du coup, ça se stabilise avec la force du neveu. De ce point de vue-là, est-ce que tu es attentif là au narratif, tu sais, des petits carrés de couleurs où on prouve avec des beaux graphiques que peut-être un jour la masse globale monétaire de l'or sera similaire à Bitcoin et du coup Bitcoin vaudra très cher, plusieurs centaines de milliers d'euros ou millions d'euros. Est-ce que ça pour toi aussi c'est quelque chose qui est possible qu'un jour Bitcoin se rapproche de la masse monétaire de l'or? Mais écoute, c'est pas impossible. Aujourd'hui, c'est clair que les fiat en tant que telles, elles sont en train de perdre de crédibilité. Et c'est pour ça que tous les actifs tangibles ou limités, donc rare assets comme l'immobilier, comme les métaux précieux, comme même, j'ai vu dernièrement aux États-Unis, c'est quoi les œufs de poule qui sont en train de s'envoler. Donc, j'ai vu un post sur Twitter, les œufs de poule, c'est le nouveau Bitcoin. Donc, c'est clair que si la valeur du dollar se dévalorise, les autres actifs limités vont prendre de la valeur. Maintenant, les métaux précieux, on sait qu'il y a un roi, tu vois. C'est l'or. Après, bon, tu as l'argent qui est le prince. Et après, tu as tout un peu les autres métaux, platine, palladium, rhodium, qui sont un petit peu plus pour les spéculateurs parce que la quantité est beaucoup plus limitée par rapport à l'or et donc beaucoup plus volatile. Maintenant, le monde blockchain, tu l'as vu, qui aurait parié il y a 3 mois que FTX aujourd'hui n'existerait plus, tu vois? Et qui aurait parié il y a 12 mois, bon, quelqu'un aurait parié parce que c'était pas hyper stable, mais que Luna, dans une semaine, serait passé de $100 à zéro, tu vois? Donc aujourd'hui, tu vois,
je mettrais pas tous mes œufs en restant dans la thématique, tu vois, Ouais. sur Bitcoin, parce que je pense la blockchain va être le futur de notre planète. Tu vois. Moi, j'y crois vraiment. Je pense que c'est ça qui va nous permettre d'évoluer encore une fois, matcher avec l'intelligence artificielle. Je pense que les prochaines années, on s'attend même pas, tu vois, qu'est-ce que ça va arriver. Mais je sais pas si ça va être Bitcoin, comme on le disait avant, ou est-ce que ça va être une crypto qui va démarrer dans 6 mois, qu'aujourd'hui on ne connaît pas encore. Et c'est ça qui aura toute la légitimité pour arriver à avoir une market cap comme l'or, voire la dépasser. Donc aujourd'hui, nous, je pense que c'est intéressant, mais comme il y a tellement d'options, ça serait un basket de crypto sur lesquels il faudrait y mettre tes investissements et se dire, OK, bah, je vais mettre un petit peu en Bitcoin, un petit peu en Ether, un petit peu en DOT, un petit peu en Atom, etc. Pour ensuite, voilà, si effectivement cet écosystème qui va évoluer, moi, je vais évoluer avec, mais comment je me bec de ça? Et typiquement, l'or pour être un actif parce qu'il est très liquide, contrairement à ce qu'on peut penser. Comme tu pourrais avoir un immeuble en centre Paris, ce qui est un peu moins liquide, mais ça reste un actif qui est censé prendre de la valeur si la monnaie continue à se dévaluer, quoi. Et ouais, effectivement, ça reste liquide, mais il n'y a pas la vocation que peut avoir Bitcoin, ou en tout cas à travers son Lightning Network. D'ailleurs, tu vas te faire quelques ennemis si tu dis que c'est pas Bitcoin qui va rester dans 300 ans dans les commentaires. Les amis Bitcoin maximalistes Non, mais vont sauter au plafond. bah, écoute, j'ai énormément de potes Bitcoin maximalistes. Moi, personnellement, je suis plutôt un multi-chain maximaliste. Aujourd'hui, je suis plutôt sur Ether. Je pense que euh, voilà, mon débat avec mon pote, c'est toujours Bitcoin va tout changer, mais on a besoin d'un layer 2 pour tout changer, tu vois. Je dis, Ouais. bah, OK, donc tu as besoin quand même d'un layer 2. Enfin, oui, mais c'est Bitcoin. Je dis, bah, mais oui, mais sans layer 2, tu vas pas très loin. Donc, bien sûr, bah, il y aura des gens qui vont pas te comprendre, mais moi, je suis très ouvert au débat. Je suis pas contre Bitcoin. Je pense que Bitcoin, c'est révolutionnaire. C'est hyper intéressant. Ça va résoudre un petit peu tous les mêmes problèmes que les gens qui achètent de l'or, tu vois, essaient de résoudre depuis des années, tu vois. Il y a Peter Schiffin qui se fait toujours ramasser par les Bitcoin maximalistes sur Twitter. Mais finalement, ils ont les mêmes, entre guillemets, ennemis, tu vois. Ils n'aiment pas le système centralisé, ils n'aiment pas le système pas transparent, ils veulent quelque chose qui soit tangible, qui soit visible. Et c'est là que, à mon avis, Bitcoin ou les blockchains se ressemblent parce que typiquement, tu peux aller on-chain, regarder, voilà, et si toi, tu as ta pièce, là, j'ai ma petite pièce d'argent, elle est tangible, je sais qu'elle est là, tu vois. Ouais. Et la même chose avec mon MetaMask qui est sur mon téléphone, je sais que mes cryptos sont là. Donc, c'est là que je pense qu'on se rassemble et on se bataille, mais on pense qu'on aura le même avenir. Donc, on pense que c'est un système beaucoup plus décentralisé avec beaucoup plus de transparence qui va nous permettre de continuer à évoluer en tant que société humaine. Mais du coup, sur le côté, effectivement, sur ton layer 2, sur la capacité à dépenser nos cryptos, à dépenser de l'or, ça, il y a souvent le côté Bitcoin layer 1 ou Bitcoin blockchain principal, si on veut l'appeler autrement. On va pas venir avec un Bitcoin, payer un café en attendant 10 minutes que ce soit validé, tout comme on va pas gratter son lingot d'or pour payer justement une baguette de pain. Par contre, on peut le faire avec le Lightning Network en quelques secondes et avec des frais très faibles. Et on voit justement que le Lightning Network progresse énormément sur 2022 en termes de Bitcoin qui sont déplacés vers cette solution. Est-ce que voilà, pareil, au niveau de l'or, c'est une des problématiques qui existent, et comment on peut dépenser facilement de l'or, si tant est que c'est peut-être pas l'objectif de l'or justement de le dépenser facilement. Non, mais de nouveau, ça dépend si tu parles de réserve de valeur, comme si Ouais. tu te dis, est-ce que les bitcoins, tu es en train de les acheter parce que tu veux payer tes courses à midi, ou est-ce que parce que tu es en train d'économiser, épargner pour ton futur, tu vois? Donc, l'or, en principe, disons que à la base, surtout l'or physique, c'est tu vois, pour conserver ton patrimoine. Donc, tu n'es pas vraiment dans la modalité de devoir le dépenser. Mais aujourd'hui, même avec l'or physique est devenu très liquide. Bah, déjà avec des solutions, tu vois, comme Gold Avenue. Demain matin, tu veux vendre ton or, tu cliques et tu reçois tes dollars. Mais même, je pense que la crypto en tant que telle, avec Pax Gold, Tether Gold, DJLD et des autres tokens, tu vois, backed avec de l'or, vont permettre de consommer de l'or très facilement. Donc, qui nous dit que justement le futur de la planète, c'est du DJLD, donc un token avec de l'or derrière. Maintenant, le seul problème de cela, ça reste que derrière, il y a toujours un third party, donc un intermédiaire, qui doit garantir qu'il y a effectivement l'or dans les coffres. Donc, comment résoudre ce problème-là?
ça c'est toujours un petit peu le chien qui se mord la queue parce que c'est un problème de vie réelle. Donc, tu vois, c'est le problème de la partie tangible. OK, c'est cool, c'est tangible, mais à un certain moment, tu as besoin quand même quelqu'un que, même si c'est sur la blockchain, va certifier que c'est effectivement là, quoi. Ouais, auditer la partie réelle, comme tu disais tout à l'heure aussi, real world assets, qui sont aussi les grosses thématiques avec l'immobilier et même ce genre de choses qui doivent être auditées dans la vraie vie. Je vais te poser la question que je vais te poser tout à l'heure sur l'extraction, justement, ne serait-ce que par ma propre curiosité, parce que ça m'intéresse effectivement de voir les différences. On voit comment ça marche avec Bitcoin, donc des ordinateurs qui tournent, qui répondent à des calculs, qui minent et qui créent des Bitcoins. 6,25 aujourd'hui toutes les 10 minutes. Au niveau de l'or, comment ça marche pour que ensuite sur votre site et dans les boutiques, vous puissiez les vendre? Alors, nous, en tant que groupe, on ne fait pas du minage en tant que tel, parce que c'est quand même une activité très spécialisée. Donc, il y a des groupes, des sociétés qui font ça comme expertise. Okay. Les gens pensent, bah, l'or, il vient d'Afrique, tu vois. Il y a énormément d'or qui est miné aux États-Unis. C'est un des plus grands producteurs avec le Canada. Après, il y a l'Amérique du Sud, il y a la Chine, il y a l'Australie. Il y en a un peu partout dans le monde. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus des personnes qui minent l'or à la main, tu vois, comme tu vois dans les films des années 40. Aujourd'hui, tu as des machines qui sortent des centaines de tonnes de terre, qui traitent la terre et qui en sortent de l'or. Et ensuite, l'or, il est rassemblé. Et nous, à la raffinerie, typiquement, c'est là qu'on commence notre rôle de raffineur, c'est-à-dire que toi, tu reçois un bloc d'or qui n'est pas pur à 100%, bien évidemment. Il y a dedans du silver, du platine, du palladium, etc. Et donc, avec un process d'électrolyse, tu vas séparer l'or pur des autres métaux. Ensuite, tu vas le fondre pour en faire des lingotins et des monnaies d'or et des pièces qu'ensuite, nous, on va remettre sur le marché et que le client va pouvoir acheter, se faire livrer, les garder chez nous, les revendre et faire tout ce qu'il voudra faire avec, tu vois. Ok. Donc, il y a effectivement aussi plusieurs étapes avant que ça arrive dans nos téléphones ou même dans nos bijoux, quoi. Oui, exact. Non, non, il y a tout un process. Après, ce qui est vraiment intéressant aussi dans l'or, c'est que tu as 25% de l'or mondial qui est remis dans le système, c'est de l'or recyclé. Étant Ok. donné que l'or se détruit pas, comme on le disait avant, tu vois, même la dent en or, un certain moment, ça se récupère, heureusement ou malheureusement. Et donc, ce produit-là, il est remis ensuite dans le système et ça recircule tant qu'il va être reformé en un autre produit, quoi. Ok, excellent. Donc, si on se remet un petit peu dans la dynamique, maintenant qu'on a toutes les infos d'un investisseur qui a compris, un peu comme toi d'ailleurs, parce que on dira quelques mots après, comme je disais au début, de tes ambitions pour le groupe, d'aller vers les blockchains, mais qui a compris, voilà, effectivement, il y a un nouveau, j'allais utiliser le mot paradigme, mais ça va peut-être être trop fort. Une nouvelle classe d'actifs, un nouveau challenge avec les crypto-monnaies, mais effectivement, c'est volatile, donc la combinaison avec l'or est plus judicieux que de garder de la monnaie, puisque justement, d'un côté et de l'autre, on a la conservation, alors que l'autre, il y a l'inflation. Donc, on a la capacité, on entend souvent de mettre, ouais, allez, pas plus de 5-6% de son épargne dans la crypto, c'est communément un peu les chiffres qu'on sort. Et donc, toi, en tant que euh, personne, hein, pas dans ton rôle de CEO, c'est ce que tu fais aussi en termes de combinaison, avoir de la crypto, ce que tu disais, mais davantage d'or quand même dans ton panier global en dehors des actions et autres. Oui, donc là, je me sors du rôle de CEO et je parle vraiment pour moi en tant que personne. Euh, c'est vrai qu'avant de fonder Golden New, j'avais très peu d'or. Tu vois, j'avais deux, trois pièces, tu vois, dans le tiroir que ma grand-mère m'avait fait cadeau au baptême et qui n'ont jamais bougé parce que c'était pas très liquide. C'est pour ça que quand j'ai rejoint Golden New, l'objectif c'était de se dire, OK, mais comment on va rendre cette pièce accessible et pour pouvoir, voilà, y donner un peu de liquidité parce que pour avoir de l'or et pour pas pouvoir le monétiser, il n'y a aucun intérêt. Donc, depuis qu'on a créé Gold Avenue, finalement, on a créé Gold Avenue pour répondre à nos besoins. Tu vois, on a une équipe, comme je te disais avant, de millennials. On se dit, OK, ben, l'or, c'est cool, mais on ne veut pas avoir de l'or comme nos grands-pères dans les tiroirs. On veut avoir une solution qui soit, tu vois, à portée de main. Donc, et depuis qu'on a créé Gold Avenue, j'ai commencé à m'intéresser dans l'or. Et ce qui est assez incroyable, c'est que toutes les personnes qui rejoignent Gold Avenue, dans l'arc de 3 à 6 mois, ils commencent à acheter de l'or. Tu vois, mais pas Mais des grandes quantités.
sur leur téléphone, parce que je dis à ceux qui sont sur le podcast et qui n'ont pas la vidéo, tu me montrais ton téléphone en disant à portée de main. C'est vraiment Oui, juste. oui, mais tu te connectes à Gold Avenue. On n'a pas encore l'app, ça c'est un des projets qu'on est en train de travailler. Mais c'est vraiment, tu te connectes sur Gold Avenue à travers ton téléphone. Tu peux acheter voilà, 50 grammes d'or, 1 gramme d'or, 1 kilo d'or, le montant que tu souhaites. Tu vois. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je m'intéressais aux crypto en 2017, un petit peu comme tout le monde, le premier bull run. Mais pour moi, c'était un scam. Tu vois, c'était vraiment le prix il monte et je vais tenter mon tour. Je me suis fait avoir, j'ai perdu un peu d'argent. Ok, j'y ai plus pensé. Ensuite, en 2020, quand un ami à moi il continue à me pousser, je me suis intéressé et donc j'ai commencé, tu vois, à acheter d'une façon un peu plus importante des cryptos, faire des expériments, tu vois, sur la blockchain, Uniswap, des NFT, pas des NFT. Donc, j'ai fait pas mal d'écosystèmes. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en 2021, tout allait tellement bien, tu vois, dans le monde crypto. C'est que avant, j'avais une habitude d'économiser une partie de mes gains en or. Et je me suis laissé un petit peu aller, tu vois. Je me suis dit, ah, fuck it, tu vois. Ouais. Les cryptos, c'est beaucoup plus intéressant. Ben, si, tu vois, si j'aurais continué mon process qui était assez logique, tu vois, tu prends une partie de tes gains, tu les mets en or pour garder les équilibres, tu vois. Tu Ouais. dis, t'évites d'avoir un certain montant ton portfolio qui est 50% crypto, tu vois, Pas ou explosé. 60% crypto. Et tu te dis, bah, j'essaie de toujours garder un petit peu mon équilibre en gardant les mêmes proportions. Quand le prix des cryptos il baisse, je fais du DCA, donc j'en achète plus. Et quand le prix des cryptos il augmente, voilà, j'en vends un petit peu pour le monétiser, pas forcément qu'en or, hein, mais le répartir sur mes autres assets. Donc, tu as des actions. Ensuite, tu as le troisième pilier, qui c'est un style, un livret A, quelque chose comme ça. Donc, tu peux diversifier. Et c'est vrai que 2022, ça a été une bonne leçon pour tout le monde. Donc, j'ai rattrapé un petit peu, tu vois, ma dette en or que je n'avais pas cumulée dans 2021. Donc, j'ai remis un petit peu à côté. Et maintenant, je fais du DCA et je cherche d'être un peu plus, tu vois, intelligent et conservatif avec mes investissements, bah, pas qu'en crypto, avec tous les différents types d'investissements, tu vois. Ouais, ok, trop bien. Donc effectivement, avoir son portefeuille diversifié, c'est toujours la clé de la réussite et en tout cas de la sérénité. Mais c'est intéressant de savoir que tu peux le faire en quelques clics sur ton téléphone, justement pour dépoussiérer un peu cette image. Comme les gens qui sont dans le monde tradi imaginent qu'il faut mettre 20 000 euros pour acheter un Bitcoin. Non, on peut aussi acheter un fragment et c'est aussi assez simple. Et alors justement, les projets que tu as pour le groupe, remets ta casquette de CEO pour Gold Avenue sur les crypto-monnaies. C'est quoi de mettre un peu de Bitcoin, de faire en sorte qu'on puisse en acheter de l'or avec des stablecoins. Ça ressemblerait à quoi vos projets? Oui, tu l'as très bien dit. Donc, le gros projet, tu vois, on est un petit peu les deux. Mais je dis les deux. Toi, tu représentes aujourd'hui les crypto-enthousiastes Ouais. et moi, aujourd'hui, les gold enthousiastes, les gold bag comme on les appelle. Et aujourd'hui, c'est se dire, OK, comment quelqu'un qui a des cryptos et qui veut justement rebalance un petit peu ou réalloquer une partie de ses gains, donc en espérant qu'il y aura de nouveau des gains bientôt, qu'ils puissent prendre une partie, l'amener chez Gold Avenue sans forcément, tu vois, devoir passer par une banque, un institut centralisé. Donc, Ok. et techniquement, c'est très simple. C'est-à-dire que nous, on accepte des stablecoins, tu vois, donc on accepte de USDC, USDT, etc. Maintenant, de l'autre côté, nous, quand on vend de l'or, on doit fixer le prix de l'or sur le marché avec nos traders. Et donc, nous, on doit payer la facture aux traders en dollars. OK? Ok. Donc maintenant, on est juste en train de négocier avec les traders. Est-ce qu'on peut vous payer en stablecoin, tu vois? Et si eux, ils acceptent le paiement en stablecoin, pas seulement ça va, tu vois, mettre encore plus de crédibilité sur le futur des crypto-monnaies, du stablecoin, sur l'utilisation courante, ben, ça va nous permettre vraiment d'offrir cette solution à nos clients. Parce qu'aujourd'hui, on utilise déjà une plateforme qui s'appelle BitPay, qui est une solution pour payer sur des e-commerce avec des crypto-monnaies. Ok. La problématique, c'est que c'est une boîte américaine et que tu dois faire une KYC chez eux aussi. Et donc, tu connais un petit peu les gars crypto. Le mois de données, tu peux donner le mieux. Donc, si déjà tu as fait ton KYC chez Gold Avenue, tu peux éviter d'en faire un autre sur une boîte américaine, ça te convient bien. Donc, c'est pour ça qu'on essaie d'aller dans ce côté-là. Et de l'autre côté, bah, on essaie de créer une sorte de communauté aussi autour de Gold Avenue. On a vu que bah, c'est clair, les DAO, les blockchains, les utility tokens, ça permet de fédérer des gens. Maintenant, bah, c'est vrai aussi qu'il y a eu
pas des super pubs dans les derniers 6 mois sur les utility tokens. Typiquement, voilà, en reprenant le cas de FTX, qui c'était un utility token, Binance et utility token, et les régulations actuelles qui vont toujours, tu vois, vers la protection de l'utilisateur, je dis toujours, hein, entre guillemets, hein, ils deviennent de plus en plus compliqués de lancer ce genre d'initiative. Donc, on est en train de voir si on peut déjà le faire en incluant, tu vois, quelque chose de tokenisé ou même tokeniser une partie de nos assets, ou si on doit le faire encore avec un modèle plus traditionnel qui laisse plus de flexibilité. Mais, et pour faire la boucle à la fin, tu vois, typiquement, on se disait aujourd'hui, on ne savait pas si FTX avait vraiment les fonds, malgré que c'était une crypto-société, tu vois. Nous, on est en train de se dire, OK, l'or que les clients stockent chez nous, parce que la majorité de nos clients, ils nous laissent l'or à gérer, comment on pourrait se dire, OK, comment on pourrait le mettre sur la blockchain pour que n'importe qui en tout temps peut aller et dire, OK, bah, moi, Valentin, je sais mon nom d'utilisateur et je sais qu'il y a mon or qui est alloué en Suisse dans ce coffre, tu vois. Donc, on est en train à nouveau, on aime cet écosystème, on se voit comme un bridge entre pas le Web 3.2 vers le Web 3, mais c'est carrément du Web 0. Hein. Ouais, non mais si. En fait, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'était que c'est un bridge, que ça soit technique, mais c'est aussi un bridge vie réelle, vie numérique, en fait, ce que vous êtes en train de réfléchir là. Exact, exact. Et voir comment on peut profiter de toute cette nouvelle technologie hyper puissante dans laquelle on est tous on y croit énormément, à l'intégrer dans le Gold Avenue pour que Gold Avenue devienne vraiment parmi les leaders au monde dans notre écosystème et qu'on puisse continuer à mettre en avant les solutions que cette nouvelle technologie nous amène, que je pense qui sont vraiment exceptionnelles, quoi. Moi, j'adore discuter de ces thématiques avec des gens de la finance traditionnelle ou en tout cas qui sont pas natifs de l'écosystème crypto, que ça soit avec toi, du coup, aujourd'hui, pour comprendre un petit peu les bridges de la vie réelle et numérique, si on veut un peu le simplifier comme ça. Et j'ai échangé avec Jean-Marc Stenger il y a quelques mois, le CEO aussi de Société Générale Forge, qui font beaucoup de choses dans la crypto-monnaie. Ils viennent de faire il y a quelques jours un emprunt sur MakerDAO avec une formulation d'obligation, en tout cas qui travaille sur ces thématiques de vie réelle, vie DeFi, TradFi, DeFi, et c'est vraiment passionnant de voir ces deux mondes qui vont chercher l'un et l'autre le meilleur chez eux et pour créer quelque chose de nouveau et qui viennent pas juste s'affronter. Donc c'est passionnant de voir un petit peu ces mondes-là aussi, or Bitcoin, qui viennent trouver le meilleur l'un de l'autre et d'aller chercher des bridges physiques et des bridges aussi technologiques pour associer le meilleur des deux mondes. Merci beaucoup, du coup, Alessandro. Je le retente d'être venu nous expliquer tout ça, passionnant. Ce podcast est en partenariat avec Gold Avenue, donc on a l'occasion de vous faire découvrir cette marque et également de vous offrir 50 € de réduction dès 500 € d'achat. Je vous mets le code en description si ça vous intéresse de vous projeter dans ce monde de l'or avec Gold Avenue. Effectivement, on le disait tout à l'heure, c'est accessible dès une cinquantaine d'euros. C'est pareil que Bitcoin, pas besoin d'acheter directement 1 kilo d'or très cher. Ça commence bien plus faiblement. Donc, merci beaucoup d'être venu nous présenter toutes ces similitudes et vos projets crypto très intéressants, qu'on sera très attentif de regarder ça, que ça soit Cryptost ou toute la communauté, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à faire grandir l'écosystème. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Valentin et très belle journée. Ciao.